Électricité. On réalise le montage électrique schématisé sur la figure 1 qui est constitué des éléments suivants. Un générateur idéal de tension de force électromotrice E est égal à 10 volts. Un condensateur de capacité C initialement déchargé. Un conducteur ohmique de résistance R. Une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Un interrupteur K à double position. Étude de la charge de condensateur. On met l'interrupteur K sur la position 1 à un instant choisi comme origine de date t égale 0. Un système d'acquisition informatisé adéquat permet de tracer la courbe d'évolution de la charge Q du T du condensateur. La droite T, c'est-à-dire celle-ci, représente la tangente à la courbe à t égale 0. Première question, établir l'équation différentielle vérifiée par Q de t, la charge du condensateur. Alors, le schéma de circuit est la suivante avec les flèches de tension. On va appliquer la loi d'additivité des tensions. UC plus UR est égal à E. On remplace UR par RI. Et on va remplacer UC par Q sur C. Donc on obtient Q sur C plus R fois dQ sur dt est égal à E. Et on va multiplier l'équation par C. Et on va trouver Q plus RC dQ sur dt est égal à E fois C, qui est l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. Deuxième question, trouver en fonction des paramètres du circuit les expressions des constantes A et alpha pour que la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme Q de t est égal à A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t. Alors on a Q de t est égal à A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t. On va la dériver. Ça nous donne A fois alpha exponentielle moins alpha t. Et on va la remplacer dans l'équation différentielle qui est Q plus RC dQ sur dt est égal à E fois C. A facteur de 1 moins exponentielle moins alpha t plus RC. Alors on va essayer de déplacer le A de l'autre côté. On va remplacer par A exponentielle alpha t. Et on va trouver A exponentielle alpha t facteur de RC moins alpha est égal à EC moins A. Cette équation reste vérifiée quel que soit t. Si R fois C fois alpha moins 1 égale à 0 et EC moins A est égal à 0, ce qui équivaut à alpha est égal à 1 sur RC et A est égal à E fois C. Troisième question, déterminer graphiquement la valeur de la charge Q de condensateur quand le régime permanent est établi et la valeur de taux, la constante du temps. Alors d'après la courbe, on constate que lorsque le régime permanent est établi, la charge devient constante. Sa valeur, c'est celui-là. Il est égal à moins 100 microcoulombs. Donc graphiquement au régime permanent, Q est égal à 100 microcoulombs, qui est 10 puissance moins 4 coulombs. Pour taux, alors taux c'est l'abscisse du point d'intersection de la tangente T avec l'asymptote horizontale, c'est-à-dire graphiquement, elle est égale à 1 milliseconde. Quatrième question, montrer que la capacité de condensateur C est égale à 10 microcoulombs. Alors on a Q est égal à C fois E, qui est la charge maximale. Donc C c'est Q sur E. On a déjà trouvé Q qui est égal à 10 puissance moins 4 et on va remplacer 10 moins 4 sur 10, ça nous donne 10 moins 5 qui est 10 fois 10 moins 6 qu'on peut écrire 10 microfarads. On a taux est égal à R fois C, donc R est égal à taux fois C, puisque taux est égal à 10 puissance moins 3 et C est égal à 10 moins 5, donc R va être égal à 100 ohms. Étude des oscillations électriques dans le circuit LC. Alors, une fois que le régime permanent est établi, on bascule l'interrupteur K en position 2 à un instant choisi comme nouvelle origine des dates. Et on visualise à l'aide d'un dispositif adéquat les variations de la tension UC aux bornes des condensateurs en fonction de temps. Alors, première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC aux bornes du condensateur.
le schéma de circuit est la suivante, avec les tensions, et en appliquant la loi d'additivité de tension, on va trouver que UC plus UL est égal à 0. On va remplacer UL par L dI sur dt, et on va remplacer I par C DUC sur dt, ce qui va nous donner UC plus LC d carré UC sur dt carré est égal à 0, qui est l'équation différentielle vérifiée par UC. L'une des trois courbes A, B, C de la figure 3 représente pour cette expérience l'évolution de la tension. Alors, indiquez la courbe qui représente l'évolution de la tension UC lors de cette expérience en justifiant votre réponse. Pas de résistance, donc, puisque le circuit ne contient pas de résistance, donc le régime est pseudo-périodique. Parmi ces trois courbes-là, cette courbe-là est à éliminer. Pourquoi? Parce qu'elle représente le régime pseudo-périodique. Donc, il reste la courbe B ou bien la courbe C. Et pour trouver la courbe de notre expérience, il suffit de se mettre à la position initiale, c'est-à-dire dans les conditions initiales. Alors, à t égale 0, notre condensateur a été chargé avec une tension de 10 volts. Donc, la courbe A, la courbe C a éliminé. Et qu'est-ce qui reste? Il reste la courbe B. Donc, la courbe qui représente ce régime-là, c'est la courbe B. La période. Alors, pour trouver la période, graphiquement, T0, c'est entre ce point-là et ce point-là. Donc, on va trouver que T0 est égal à 20 millisecondes, qu'on peut écrire 2 10 puissance moins 2 secondes. Troisième question, déterminer l'inductance L de la bobine. On va prendre pi carré est égal à 10. Alors, on sait que T0 est égal à 2pi fois racine de LC. On va élever au carré. Donc, ça devient T0 carré est égal à 4 pi carré L fois C. On va tirer L. L est égal à T0 carré sur 4 pi carré sur C. Il nous reste l'application numérique. On va remplacer T0 par 20, 10 moins 3 au carré. Et on va remplacer C par 10 puissance moins 5, pi carré par 10. Et on va trouver L est égal à 1 H qui est 1 Henri. Quatrième question. À l'aide de la courbe représentant l'évolution de la tension UC pour cette expérience, trouvez l'énergie totale ET de circuit. On sait que E total est égal à EE plus EM, l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Donc, l'énergie totale, c'est soit l'énergie électrique maximale, soit l'énergie magnétique maximale. Dans notre cas, puisque nous connaissons la tension maximale, on peut dire que l'énergie totale, c'est l'énergie électrique maximale, c'est-à-dire 1,5 fois C fois la tension maximale au carré. Alors, graphiquement, la tension maximale est égale à 10 volts. Et on va remplacer, et on trouve 5 10 puissance moins 3 joules. 4,2. En déduire l'énergie magnétique EM1 emmagasinée dans la bobine à l'instant T est égal à 12 millisecondes. À l'instant T1 est égal à 12 millisecondes, on va chercher la tension UC et on va trouver la valeur moins 8. Voilà, T égale 12. On va trouver que la tension est égale à moins 8. 5, 6, 7, 8. Donc ici. Et on sait que E total est égal à E1 plus EM1. Donc EM1 est égal à ET moins E1. Donc EM1 est égal à E total moins 1 demi C fois UC1 au carré. On va remplacer E total par 5 10 puissance moins 3, C par 10 puissance moins 5 et UC1 par moins 8. Et en faisant le calcul par une calculatrice, on va trouver la valeur qui est 4,68 10 puissance moins 3 joules. Partie mécanique, chute verticale d'une charge dans l'air. Une charge S de masse ms est égale à 30 kg s'arrête à une altitude donnée. À un instant t égale 0, cette charge S tombe sans vitesse initiale. On va étudier le mouvement de centre d'inertie GS de la charge S dans le repère OJ où l'axe OY est vertical descendant, orienté vers le bas. La position de GS coïncide avec l'origine de repère OY à l'origine de temps. On modélise l'action de l'air sur la partie S au cours de son mouvement par la force F qui est égale à moins kV carré fois J, où V, le vecteur vitesse de GS à un instant T, et K, une constante qui est égale à 2,7
dans le système international. Dans cet exercice-là, on néglige l'action de la poussée d'Archimède devant les autres forces appliquées à ce corps. Déterminer par analyse dimensionnelle l'unité de la constante K dans le système international. Alors on sait que F est égal à K fois V carré et que K est égal à F, donc la dimension de K est égale à la dimension de F sur la dimension de V carré. Alors la dimension de F, c'est M fois A, d'après la deuxième loi de Newton, sigma des forces est égal à MA, donc la dimension d'une force, c'est la dimension de la masse fois la dimension de l'accélération. Donc, la dimension de la masse, c'est grand M, la dimension de l'accélération, c'est LT-2, et la dimension de la vitesse, c'est LT-1 au carré. Alors, en simplifiant, on va trouver qu'il reste M, L-1. Alors, M, c'est en kilogrammes, et L-1, c'est en mètres. Donc, l'unité dans le système international de K, c'est le kilogramme par mètre. Deuxième question, montrer que l'équation différentielle vérifiée par la vitesse V s'écrit comme suit. dv sur dt plus 9 10 puissance moins 2 V carré est égal à 9,8. Alors, on va commencer par les étapes de la deuxième loi de Newton. On commence par le système étudié. Dans ce cas-là, c'est la charge S. Le référentiel, on va prendre le repère OIG terrestre considéré comme galiléen. Le bilan des forces, il y a le poids et il y a l'action de l'air qu'on va appeler F. D'après la deuxième loi de Newton, sigma des forces est égal à MAG, c'est-à-dire que F plus P dans notre cas est égal à M fois AG. Alors on va projeter cette relation sur l'axe OJ et ça va nous donner, donc en remplaçant, on va trouver P est égal à MG moins KV et on va diviser par la masse. Alors lorsqu'on divise par la masse, on obtient dVg, on déplace KV dans l'autre membre et on obtient dVg sur dt plus K sur MV carré est égal à G, et on va remplacer K par sa valeur donnée dans l'énoncé qui est égal à 2,7 et la masse par 30 et G par 9,8. Alors en faisant le calcul, on trouve que dVg sur dt est plus 9 10 puissance moins 2 V carré est égal à 9,8 qui est l'équation différentielle vérifiée par V. Déterminer la vitesse limite V limite de mouvement. Alors on sait que lorsque nous sommes au régime permanent, la vitesse est toujours constante. Puisque la vitesse constante, donc la dérivée dvg égale dt, d'après l'équation différentielle, on aura 9 10 puissance moins 2 v carré limite est égal à 9,8. Ça veut dire que v limite, c'est la racine de 9,8 sur 9 10 puissance moins 2. En faisant le calcul, on va trouver 10,43 mètres par seconde, qui est la vitesse limite du mouvement. Quatrième question, sachant que la vitesse de centre d'inertie GS à un instant T1 est égale à V1 est égale à 2,75 mètres par seconde, trouvez par application de la méthode d'Euler la vitesse V2 à l'instant T2 est égale à T1 plus delta T, sachant que delta T c'est le pas de calcul et il est égal à 2,4 10 puissance moins 2 secondes. La méthode d'Euler se repose sur deux équations. La première c'est VI plus 1 est égal à VI plus AI delta T et la deuxième, il provient de l'équation différentielle AI est égal à 9,8 moins 9 10 puissance moins 2 VI. Équation 2. Alors on va se baser à un instant T1. On a d'après la relation 2, on a A1 qui est égal à 9,8 moins 9 10 puissance moins 2 V1. On va remplacer V1 par 2,75 et on va trouver la valeur A1 est égal à 9,12 mètres par seconde carré. D'après la relation 1, on a V2 est égal à V1 plus A1 delta T. On va remplacer V1 par 2,75 et delta T par 2,4 10 puissance moins 2. En faisant le calcul, on va trouver V2 qui est égal à 2,97 mètres par